Lorsqu'une personne réserve un véhicule Uber, sa principale préoccupation est d'arriver à la destination souhaitée. La seule fois où l'empire Uber, dans son ensemble, a attiré l'attention des gens, c'est lorsqu'il y avait des critiques ou des plaintes concernant des allégations de harcèlement sexuel et une culture de travail toxique au sein de l'entreprise. Ce fut le cas en 2017, lorsque les problèmes internes de l'entreprise ont été rendus publics et les conséquences ont presque poussé Uber au bord de l'effondrement. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vérité sur les défis et les controverses d'Uber, sa tentative de surmonter ses problèmes, sa situation actuelle et son avenir potentiel. L'histoire d'Uber remonte à 2008, lorsque Travis Kalanick et Garrett Camp en ont eu assez de la difficulté à héler les taxis. Leur frustration a donné naissance à Uber en 2010, une idée brillante qui promettait de changer les transports pour toujours. Le concept d'Uber était simple. Utiliser son téléphone pour appeler une voiture à tout moment. Et celle-ci se présentait en quelques minutes, prête à vous emmener là où vous le souhaitiez. Plus besoin de rester debout pendant une éternité pour traiter avec des chauffeurs de taxi grincheux qui risquaient de ne pas trouver votre destination à temps. Les gens ont adoré cette promesse de commodité et le service d'Uber s'est répandu comme une traînée de poudre. Les investisseurs, eux aussi, ont senti la chaleur d'une entreprise réussie et ont injecté de l'argent dans la société pour la développer aussi rapidement que possible. Uber s'est rapidement étendu à d'autres pays du monde. Il était partout. En 2010, les premiers jours d'Uber, sous le nom d'Uber Cab, ont failli être anéantis par les autorités chargées des taxis et par des poursuites judiciaires. 4 mois après son lancement à San Francisco, la San Francisco Metro Transit Authority et la Public Utilities Commission of California ont émis une ordonnance de cessation et d'abstention. À l'époque, les agences de transport ont confirmé que les activités de la société et le service qu'elle proposait étaient contraires à la loi. Elles ont exigé que l'entreprise soit fermée. La poursuite des activités d'UberCab était passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour chaque UberCab ailé et d'une peine de prison calculée en fonction du nombre de jours pendant lesquels UberCab était resté opérationnel après avoir reçu l'ordre de cesser et de s'abstenir. La nouvelle société a donc dû employer des tactiques très agressives pour se protéger et alimenter son expansion rapide. Le cofondateur, Travis Kalanick, qui avait perdu sa première entreprise, Scoor, en faillite après avoir été poursuivi pour des questions de droit d'auteur, n'allait pas permettre que sa nouvelle création soit détruite aussi facilement. Il a donc ignoré les menaces et poursuivi ses activités. Mais cela n'a fait qu'exaspérer les compagnies de taxi, qui ne pouvaient pas accepter la concurrence d'UberCab, avec ses voitures noires, ses chauffeurs courtois, ses boissons fraîches et ses paiements faciles. Ces éléments sont synonymes de luxe et attirent les navetteurs qui veulent un service de qualité et sont prêts à payer pour cela. Bien qu'UberCab utilise à l'époque des chauffeurs enregistrés, les autorités ont trouvé à redire au fait que la société ne possédait pas de taxi, mais utilisait les voitures personnelles de ses chauffeurs à des fins professionnelles. L'entreprise s'est défendue en qualifiant les chauffeurs d'UberCab de partenaires. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a supprimé le mot taxi de son nom et est devenue Uber, se présentant comme une entreprise technologique et non comme une entreprise de transport. Cela a permis à Uber de respirer, mais pas longtemps, car elle ne tenait plus qu'à un mince fil technique, et les autorités chargées des taxis le savaient. Pour se prémunir contre les attaques futures, Uber s'est donc lancé dans l'une des stratégies de marketing les plus agressives pour attirer le plus grand nombre possible d'utilisateurs et faire en sorte que des millions d'entre eux dépendent de son service. Mais la croissance de l'entreprise s'est accompagnée de problèmes. Les mêmes tactiques agressives qui ont alimenté son expansion allaient bientôt revenir la hanter. Comme on le sait dans le monde des startups, ce qui monte vite s'effondre souvent encore plus vite. La vérité est que l'ascension fulgurante d'Uber n'était pas due à une technologie innovante et à la commodité. Elle était fondée sur des pratiques controversées et une culture qui créait un environnement de travail toxique derrière les bureaux élégants d'Uber. Kalanick, cofondateur et PDG d'Uber, était au cœur de cette culture toxique. Le style de leadership de Kalanick était, pour le moins, intense. Il décrivait souvent la mission d'Uber comme un combat existentiel, créant ainsi une mentalité de siège au sein de l'entreprise. C'était comme si chaque employé était un soldat dans la guerre personnelle de Kalanick contre le monde. La culture de travail de l'entreprise ressemblait à une cocotte minute, les employés étant poussés jusqu'à leurs limites, voire au-delà.
Certains employés étaient tellement surchargés de travail qu'il manquait même des séances de thérapie. Cette mentalité de croissance à tout prix a eu de graves conséquences. En 2017, Suzanne Foller-Righetti, une ancienne ingénieure d'Uber, a dénoncé la culture toxique de l'entreprise. Elle a publié un billet de blog détaillant le sexisme flagrant, le harcèlement sexuel et les représailles illégales sur le lieu de travail chez Uber. Suzanne a rejoint Uber fin 2015 et a travaillé en tant qu'ingénieure en fiabilité des sites jusqu'en décembre 2016. Cependant, au cours de sa première semaine de formation, son supérieur l'a accostée et l'a forcée à lui donner des informations personnelles non désirées sur sa relation ouverte avec sa petite amie. Elle a déclaré dans son blog « Il cherchait des femmes avec qui avoir des relations sexuelles. Il était clair qu'il essayait de m'amener à avoir des relations sexuelles avec lui, et c'était si clairement déplacé que j'ai immédiatement fait des captures d'écran de ses messages de chat et je les signalé au RH. » Selon elle, en 2016, Uber était déjà une entreprise d'assez bonne taille, et elle avait des attentes normales quant à la bonne réponse du département des RH. Malheureusement, elle a été choquée par les RH et la haute direction après avoir signalé la situation. On lui a dit qu'il s'agissait d'un cas évident de harcèlement sexuel et de proposition. Mais comme cet homme était très performant et qu'il s'agissait de sa première infraction, il recevrait simplement un avertissement et une sévère mise au point. En outre, Suzanne se souvient qu'un représentant des ressources humaines lui a même dit explicitement qu'il n'y aurait pas de représailles si elle recevait une évaluation négative plus tard, parce qu'il lui avait donné la possibilité de le faire. Suzanne a fini par être transférée dans une autre équipe. Lors de ses échanges avec d'autres ingénieurs, elle a découvert que certaines d'entre elles avaient vécu des histoires d'agressions sexuelles très similaires à la sienne. Cela s'était passé chez Uber et impliquait le même manager que celui qu'elle avait dénoncé. Ces allégations étaient choquantes. Harcèlement sexuel systématique, misogynie et culture qui semblent protéger les agresseurs tout en punissant les victimes. Cela se passait dans l'une des startups les plus précieuses au monde, et son service des ressources humaines ne faisait rien pour y remédier. Suzanne a rapporté plus tard que le manager avait quitté l'entreprise sans qu'aucune raison ne soit donnée pour son départ. Outre les problèmes de harcèlement sexuel, la culture du « par tous les moyens » au sein d'Uber s'était tellement enracinée que les coups de poignard politiques étaient devenus la norme parmi les cadres supérieurs. Les cadres étaient en guerre contre d'autres cadres de l'entreprise. Les membres de l'équipe sapaient leur chef direct, allant même jusqu'à dissimuler des informations critiques pour l'entreprise afin de les supplanter et d'obtenir leur poste. Cette culture du travail toxique a entraîné une baisse de 22% du nombre de femmes employées dans le département d'ingénierie de l'entreprise. Le SRE d'Uber, qui comptait 25% de femmes à un moment donné, n'en comptait plus que 3%. Les femmes étaient transférées et celles qui ne pouvaient pas l'être démissionnaient. Selon Suzanne, qui a démissionné 1 an après son premier emploi, les deux principales raisons de cette situation étaient le chaos organisationnel et le sexisme. Son histoire a ouvert les vannes, et d'autres femmes du secteur de la technologie ont appuyé ses dires. Kalanick a décidé d'organiser une réunion avec un groupe de plus de 100 ingénieurs pour aborder les questions de sexisme et de harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Au cours de cette réunion, les ingénieurs ont dit à leur PDG qu'il s'agissait désormais d'un problème systémique au sein de l'entreprise, et l'ont exhorté à commencer à écouter son personnel. Kalanick a répondu « Il y a des gens dans cette salle qui ont vécu des choses incroyablement injustes. Je veux éradiquer l'injustice. Je veux m'en prendre à ceux qui font de cet endroit un lieu hostile. » Il a ajouté « Et vous avez mon engagement. Je comprends que cela dépasse la situation de Suzanne et je veux que vous sachiez que je suis tout à fait prêt à éradiquer cette situation et à être très agressif à ce sujet, tout en étant solidaire et empathique et en essayant de développer ce soutien et cette empathie dans l'ensemble de l'organisation. » Mais Kalanick avait du pain sur la planche, car plus tôt en 2017, une campagne visant à #DeleteUber atteignait son apogée. L'entreprise faisait face à un incroyable retour de bâton de la part de ses utilisateurs après avoir annoncé publiquement qu'elle désactiverait la tarification démesurée au milieu des protestations à l'aéroport JFK suite à l'annonce d'une interdiction présidentielle de voyager. Il s'agit d'une mesure habituelle d'Uber, dans les cas où les prix élevés sont perçus comme une escroquerie. Cependant, de nombreuses personnes ont estimé que cette déclaration était injuste pour le moment, puisque les autorités des taxis avaient appelé à un boycott temporaire des ramassages à l'aéroport JFK à la suite de l'annonce de l'interdiction.
La réponse de Kalanick aux nombreux problèmes qui se posaient à lui était loin d'être idéale. Il a ordonné une enquête interne sur les allégations de harcèlement sexuel et de culture de travail toxique. Certains investisseurs d'Uber ont envoyé une lettre au conseil d'administration et aux investisseurs de l'entreprise, condamnant les schémas toxiques de l'entreprise et critiquant Kalanick pour avoir choisi une équipe d'initiés pour enquêter sur sa culture destructrice et faire des recommandations pour le changement. Dans une autre interview, Suzanne avait déclaré « Les problèmes culturels au sein d'Uber ont commencé au sommet. Kalanick et femmes aimaient regarder leurs employés se battre pour leur statut. » L'enquête ordonnée par Kalanick était peut-être loin d'être idéale, mais elle a révélé des centaines d'allégations de violences physiques, d'agressions sexuelles et d'autres comportements répréhensibles au sein d'Uber. C'était un cauchemar pour les relations publiques et la situation ne faisait qu'empirer. En fait, lors d'une réunion de toute l'entreprise pour discuter de ces problèmes culturels, David Bonderman, membre du conseil d'administration, a interrompu Arianna Huffington pour faire une blague sexiste. Il a déclaré « En fait, ce que cela nous montre, c'est qu'il est très probable que l'on parle davantage. » Cet incident a montré à quel point les problèmes étaient profondément enracinés chez Uber. Mais les controverses ne se sont pas arrêtées là. Le 23 février 2017, Waymo, la société de voitures autoconduites de Google, a intenté une action en justice contre Uber. La plainte affirmait qu'Uber avait volé les dessins de Waymo pour un système de détection à balayage laser, un produit utilisé par les voitures autonomes pour lire la route. Uber a rencontré des difficultés pour lancer son propre programme de véhicules autonomes, même après avoir employé une quarantaine de chercheurs en robotique de l'université Carnegie Mellon. Cependant, une enquête a révélé qu'après avoir quitté son ancien employeur, l'ex-ingénieur de Google Anthony Levandowski a fondé Otto, une entreprise de camions autonomes qu'Uber a rachetée en 2016. Waymo allègue que Levandowski a volé des données confidentielles et des fichiers remplis de secrets commerciaux avant de créer sa propre entreprise. Waymo pense que Levandowski a utilisé ces informations volées pour faire avancer la technologie de conduite autonome d'Uber. Waymo a déclaré dans son argumentation « M. Kalanick et son équipe se sont engagés dans un plan qu'ils ont gardé secret pour inciter M. Levandowski à venir, à lui payer des millions de dollars liés spécifiquement à la question de savoir s'il a effectivement développé cette technologie dans un délai très court et l'ont amené à venir copier la technologie qu'ils avaient déjà développée pour Waymo. » Levandowski a été reconnu coupable et Uber a dû s'engager par un accord juridiquement contraignant à ne pas utiliser la propriété intellectuelle matérielle ou logicielle de Waymo dans sa propre technologie de voiture autonome. L'entreprise a également dû verser à Waymo un règlement de 0,34% de son capital, d'une valeur d'environ 245 millions de dollars. Ensuite, comme si cela ne suffisait pas, le vice-président directeur de l'ingénierie d'Uber a été contraint de démissionner parce qu'il n'avait pas divulgué les allégations de harcèlement sexuel dont il avait fait l'objet alors qu'il était employé de Google avant de rejoindre Uber. La même année, une vidéo de Kalanick se disputant avec un chauffeur Uber est devenue virale. Le chauffeur se plaignait de la baisse de ses salaires, ce à quoi Kalanick a répondu « Certaines personnes n'aiment pas prendre la responsabilité de leur propre merde. Ils rejettent toute la responsabilité de leur vie sur quelqu'un d'autre. Ils rejettent toute la responsabilité de leur vie sur quelqu'un d'autre. Bonne chance !» Quelques heures après la publication de la vidéo, Kalanick a publié un communiqué dans lequel il s'excusait et déclarait qu'il devait grandir et qu'il chercherait une aide à la direction. Il s'agissait d'un nouveau désastre en matière de relations publiques, qui reflétait parfaitement l'arrogance et le mépris qui en étaient venus à définir la culture d'Uber. Quelques mois plus tard, les tactiques agressives d'Uber en matière de concurrence sont remontées à la surface. Cette fois, l'entreprise a été prise en flagrant délit de création de faux comptes pour suivre les chauffeurs de Lyft et leur offrir des primes en espèces pour qu'ils passent à Uber. C'est alors qu'est apparue la nouvelle du logiciel secret d'Uber, Greyball. L'entreprise a déclaré que Greyball était utilisé à diverses fins, notamment pour tester de nouvelles fonctionnalités par les employés, des promotions marketing, la prévention des fraudes, la protection de nos partenaires contre les dommages physiques et la dissuasion des usagers qui utilisent l'application en violation de nos conditions d'utilisation. Mais elle n'utilisait plus le logiciel de suivi depuis le 9 mars 2017. Il a rapidement été révélé qu'Uber utilisait Greyball pour étiqueter principalement des fonctionnaires susceptibles de poser des problèmes à l'entreprise.
Pour mieux comprendre, dans les villes où Uber avait des problèmes juridiques, où l'entreprise faisait l'objet d'une enquête, Uber utilisait Greyball pour identifier les fonctionnaires locaux et les forces de l'ordre dans ces villes. Le logiciel, qui utilise des géofences, des enregistrements de numéros de téléphone portable et des cartes de crédit, a pu noter les emplois des personnes et leurs liens avec les forces de l'ordre. Lorsque l'une de ces personnes tentait de héler un chauffeur, Uber utilisait Greyball pour lui montrer une fausse version de l'application Uber. Cette fausse version montrait des voitures inexistantes qui ne prenaient jamais de passagers. Ce programme est utilisé depuis des années. Malgré l'explication initiale d'Uber sur l'utilisation de Greyball, le ministère de la Justice a lancé une enquête criminelle sur l'entreprise en mai 2017. Tous ces scandales ont abouti à un bouleversement massif au sein d'Uber. 20 employés ont été licenciés à la suite d'allégations de harcèlement sexuel, d'intimidation et de représailles contre des collègues. Mais le plus grand changement était encore à venir. En juin 2017, Travis Kalanick, l'homme qui avait fait d'Uber une puissance mondiale, a été contraint de démissionner. L'histoire d'Uber est devenue un conte d'avertissement sur les dangers d'une croissance incontrôlée et d'un leadership toxique. Elle montre que même les entreprises les plus prospères peuvent être mises à genoux par des problèmes internes. L'empire Uber était au bord de l'effondrement. Cependant, le parcours d'Uber était loin d'être terminé, et la crise n'a fait que marquer la fin d'une époque et le début d'un long chemin vers la rédemption. L'entreprise avait désespérément besoin d'une nouvelle direction, et elle est venue sous la forme de Dara Khosrowshahi, l'homme chargé de remettre ce navire en difficulté sur la bonne voie après le départ dramatique de Kalanick. Khosrowshahi a pris les rênes, et sa première tâche était claire, nettoyer l'image ternie d'Uber. Le nouveau PDG devait montrer au monde qu'Uber tournait la page, et vite. L'une des premières mesures prises par M. Khosrowshahi a été de renégocier un accord avec le conglomérat japonais SoftBank. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'argent, mais aussi de pouvoir. L'accord réduisait les droits de vote de Kalanick et ajoutait de nouveaux sièges au conseil d'administration, ce qui diluait effectivement son contrôle. Mais l'amélioration de la réputation d'Uber n'était pas seulement une question de politique au sein du conseil d'administration. M. Khosrowshahi savait qu'il devait se réconcilier avec les personnes qui faisaient fonctionner Uber, les chauffeurs. Il a annoncé plusieurs initiatives visant à rendre la conduite pour Uber plus gratifiante. Il a notamment annoncé une plus grande transparence des paiements et de nouveaux avantages pour les chauffeurs. Uber semble enfin avoir compris que des chauffeurs heureux sont synonymes d'une entreprise plus heureuse. Bien entendu, les chauffeurs n'étaient pas le seul groupe qu'Uber s'était aliéné. La position combative de l'entreprise à l'égard des régulateurs lui a laissé peu d'amis au sein du gouvernement. M. Khosrowshahi a adopté une approche différente. Au lieu de lutter contre le système, il a décidé de travailler en son sein. Il a adopté une attitude plus coopérative, visant à se conformer aux lois et réglementations locales. Mais voilà, changer la culture d'une entreprise ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Le sentiment du public à l'égard d'Uber s'est amélioré sous la direction de M. Khosrowshahi. Mais l'entreprise n'a pas pu se débarrasser de toutes ces anciennes controverses. Les chauffeurs ont continué à protester contre les bas salaires et l'absence d'avantages sociaux. Il semblait qu'Uber faisait un demi-pas en arrière pour chaque pas en avant. Pour rester à la pointe du progrès, Uber a investi dans la technologie de la conduite autonome. C'était une initiative audacieuse, mais elle s'accompagnait de son lot de problèmes. Mais la question demeure. La main ferme de M. Khosrowshahi pourrait-elle sauver Uber de son propre succès? Malgré les efforts de Khosrowshahi, Uber a continué à faire face à des défis importants. L'entreprise perdait toujours de l'argent à tour de bras. En 2019, Uber a enregistré des pertes de 8,51 milliards de dollars. Mais quelque chose était sur le point de changer à propos des finances d'Uber. Quelque chose que personne n'aurait pu prédire. La pandémie de Covid-19. Lorsque les bouclages ont frappé différents endroits et que la distanciation sociale est devenue la norme, Uber a subi un coup dur, comme beaucoup d'autres entreprises. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que l'activité de covoiturage d'Uber était en difficulté, une autre partie de l'entreprise était en plein essor. Uber Eats. Les gens restant à la maison, les commandes de nourriture à livrer sont devenues de plus en plus populaires. Le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, a souligné que la croissance d'Uber Eats a permis de compenser la baisse des revenus des services de transport.
Le modèle de diversification d'Uber, qui se traduit par de multiples sources de revenus, a permis à l'entreprise tout entière de mieux résister à la tempête que si elle s'était appuyée uniquement sur son service principal. Malgré ces améliorations, l'entreprise a dû faire face à d'importants défis sur la voie de la rentabilité. Le marché de la livraison de repas est très concurrentiel, avec d'autres entreprises bien établies. En outre, les coûts opérationnels d'Uber sont restés élevés. L'exploitation d'un réseau mondial de transport et d'un service de livraison de nourriture n'est pas bon marché. L'année 2020 s'est soldée par une perte de 6,77 milliards de dollars. En 2021, l'entreprise semblait avoir repris pied, puisqu'elle affichait une perte nette inférieure de 496 millions de dollars. Alors que le chemin de la rédemption d'Uber s'étire, la question est de savoir si l'entreprise connaît un véritable redressement financier ou si ce sursis temporaire n'est qu'un mirage. La question est d'autant plus importante qu'en 2022, l'entreprise a connu l'un de ses pires plongeons depuis des années, avec une perte nette de 9,14 milliards de dollars. L'entreprise dépensait des sommes colossales en marketing, en incitation pour les conducteurs et en développement technologique. Les analystes et les investisseurs étaient extrêmement prudents et se demandaient si ces investissements allaient un jour déboucher sur des bénéfices ou si les meilleurs jours d'Uber étaient derrière elle. Cependant, en 2023, pour la première fois de son histoire, Uber est devenu rentable. Sur un chiffre d'affaires net de plus de 37 milliards de dollars, elle a réalisé un bénéfice net de 1,88 milliard de dollars. Les observateurs attribuent ce revirement à l'accent mis par l'entreprise sur l'efficacité opérationnelle. De toute évidence, l'histoire d'Uber n'est pas terminée. L'entreprise a révolutionné les transports. Elle a connu une ascension fulgurante, une chute scandaleuse et une tentative de rédemption. Malgré son passé tumultueux, Uber reste un acteur majeur du secteur qu'elle a révolutionné. Mais son avenir est loin d'être assuré.